Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Italie. Je suis donc Jérôme Bonnet, directeur d'exploitation de Pramex International. À côté de moi, enfin à 700 km à Milan, Susanna Léo, notre directrice de notre siège italien. Bonjour, Merci Susanna, bonjour à toi. J'espère qu'il fait plus chaud à Milan qu'à Paris où l'automne s'est installé. c'est magnifique aujourd'hui ici. Super. Quelques détails techniques sur cette petite séance qui devrait durer entre 40 et 45 minutes. Si nous avons des problèmes de bande passante, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera coupée, mais normalement ça devrait fonctionner parfaitement. Vous avez en bas de votre écran ou quelque part une section de chat où vous pourrez poser vos questions auxquelles nous répondrons ensuite à l'issue de la présentation. Et donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc à nouveau, merci d'être tous présents. Pramex a comme activité donc l'assistance à la gestion administrative externalisée de filiales de sociétés françaises à l'étranger et aussi aider les entreprises françaises à faire des acquisitions à l'étranger, notamment aussi en Italie. Donc, et on souhaitait partager un peu notre expérience sur la base de ce qu'on voit tous les jours avec nos clients français qui s'établissent en Italie et sur différents aspects, que ce soit le choix de l'implantation, la partie RH, la fiscalité, la gestion courante de la société. Et on souhaitait donc partager un peu ces éléments avec vous. Donc, pardon, l'Italie. Euh, Généralement, on la voit avec tous ces monuments. C'est un peu le rêve de vacances des Français. C'est aussi entre la sixième et la septième destination des investissements français à l'étranger. Vous avez tous les grands groupes français sont maintenant présents de façon très stable et très visible. Je pense à la grande distribution, à la pétrochimie, à l'industrie, au luxe. Mais fort heureusement, les PME, les ETI, les startups investissent de façon assez significative toujours en Italie. Et vous voyez que, par exemple, la distinction entre les différentes catégories de sociétés investisseuses en Italie est assez bien équilibrée. 39% de startups, c'est normal, c'est la vague comment dire, des jours actuels. 37% sont des ETI, 24% des PME. Donc, tout le panel de sociétés françaises, à un moment donné, s'intéresse à l'Italie. Soit de façon assez principale par création de filiales. Deux tiers des projets sur l'analyse qui a été faite par Pramex et Banque Populaire, qui s'appelle le baromètre 2018, a identifié cette tendance. Au passage, nous allons mettre dans le chat le lien pour télécharger l'étude baromètre. Si cela peut vous intéresser, vous pouvez le faire sans problème. Et en termes de destination sur l'Italie, on voit bien que Milan et la Lombardie, à 75%, sont les destinations privilégiées, ce qui n'a rien d'étonnant, Milan étant la capitale économique de l'Italie, avec tous les centres d'affaires, les banques, les services financiers et l'accès à plus de deux tiers de l'industrie italienne qui s'étend dans toute la plaine du Pô, entre Turin et Venise. Donc, il n'est pas étonnant que l'Italie soit, la Lombardie, pardon, soit la destination la plus choisie par les investisseurs français. C'est aussi un aspect un peu culturel. L'italien du Nord, avec les influences autrichiennes et suisses, a des affinités avec la culture française en termes de business. Donc, venir en Lombardie, ce n'est pas forcément trop dépaysant en termes de culture d'affaires. Euh, Quelques données rapides sur l'Italie. C'est toujours un peu difficile en ce moment, si vous suivez l'actualité italienne, de savoir ce qui va un peu se passer avec le nouveau gouvernement
jaune et vert, 5 étoiles et Ligue du Nord. L'Italie reste quand même, malgré une dette très lourde, un pays industrieux et industriel. Avec l'Allemagne, c'est le pays des grosses PME industrielles dans la machine-outil, dans la plasturgie, avec un fort développement depuis une dizaine d'années dans les services, donc représente toutefois un peu une extension du marché domestique français. Donc je ne vais pas vous alourdir avec des données micro et macro qu'on peut trouver un peu partout. C'est un pays dans lequel l'industriel, l'entrepreneur est extrêmement actif, et ce malgré les institutions, et c'est ce qui fait aussi un peu la force de l'industrie italienne. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitions un peu vous présenter, c'était un peu le parcours par étapes de l'implantation en Italie, qui est à la fois choisir quelle est la modalité la meilleure au niveau du projet que vous pourriez avoir. Est-ce qu'il vaut mieux s'implanter directement avec une filiale ou bien d'autres solutions alternatives? Une section assez importante sur les ressources humaines, c'est comment recruter et comment trouver les bonnes personnes et comment bien les embaucher. Donc on regardera aussi un peu cet aspect. La fiscalité italienne, évidemment, c'est un aspect assez important et présent dans la vie quotidienne de la société, de la filiale italienne, donc on en parlera, avec un petit clin d'œil sur une nouveauté qui va commencer en 2019 sur la facturation électronique, et enfin quelques petits conseils de fine-tuning quand on a une filiale en Italie sur les équipements à avoir en termes de contrats, interco, etc. Donc on va passer un peu en revue tous ces sujets. Je vais donc passer la parole à Susanna qui va nous éclairer un peu sur le dilemme de l'entrepreneur au moment de préparer son implantation en Italie et les choix qui se présentent à lui et les modalités qu'il aura. Susanna? Merci Jérôme. En fait, la question que la plupart des clients et même des prospects qui nous contactent tout au début est encore en méthode de réflexion. C'est-à-dire, je suis intéressée au pays, au marché de l'Italie, mais en fait, j'ai pas encore la certitude de comment m'installer, si m'installer et comment être présent. Alors là, la question à faire et que nous faisons à nos clients est, est-ce que vous avez déjà trouvé et testé la potentialité de vos marchés en Italie? C'est-à-dire, bon, bien évidemment, l'Italie représente un bon marché pour le secteur de l'entreprise, éventuellement si elle est intéressée à l'Italie. Mais en fait, elle sait pas encore, l'entreprise ne sait pas encore comment s'installer, comment être présent. Alors là, on va dire que la réflexion se pose déjà à un niveau amont, c'est-à-dire si la société n'a pas encore trouvé les opportunités de marché, elle peut bien nommer un représentant fiscal. Cette solution présente les avantages de ne pas ouvrir tout de suite une filiale, mais de faire de la prospection commerciale. Et pour faire de la prospection commerciale, il n'est pas nécessaire d'être présent physiquement avec une grosse structure qui peut être la société de capital. À ce point-là, la société, de toute façon, elle préfère d'utiliser des personnes italiennes, donc qui connaissent bien la langue, le marché de référence, etc. Et là, donc, l'opportunité est surtout d'embaucher directement un salarié italien. Donc, la question qui nous pose est comment je peux embaucher directement la personne en Italie. Le contrat de travail sera bien en italien, sous les règles donc disciplinées par la loi italienne et avec des inscriptions bien évidemment aux organismes sociaux qui permettent donc de payer les cotisations en Italie ainsi que le retenu à la source. C'est important de savoir qu'en Italie, peut-être en France pas encore, mais on a des nouveautés qui portent quand même la France à faire ça. C'est-à-dire que l'employeur en Italie est le substitut d'impôt. C'est-à-dire, lui, il doit collecter les impôts sur le revenu, sur le salaire du salarié et verser ces impôts au fisc directement pour le compte de son salarié.
L'embauche directe, on va dire que la règle est de l'utiliser lorsqu'on doit faire de la prospection commerciale, pas de l'activité commerciale, parce que cela pourrait être très risqueuse en Italie et bon, comme je pense dans tous les pays de l'Europe, et donc donner fort risque de suspicion d'établissement stable. Une fois que la société a décidé donc comment dire, a commencé à faire une présence, à activer une présence en Italie par étapes. Et donc, elle a passé via la prospection commerciale, par exemple, avec une embauche directe directement donc, depuis la France, mais d'une personne salariée en Italie. Elle peut décider donc de lancer le projet plus sérieux, c'est-à-dire de s'installer physiquement en Italie. Comment ça? Encore des réflexions à faire. Donc, la société devra, la société française, bien évidemment, devra réfléchir à la structure juridique la plus opportune, qui pourrait être ou la succursale, qui est en fait le vrai établissement stable, ou bien une vraie société de capital, dotée donc la société italienne, de la structure italienne de autonomie juridique et économique également. Normalement, nos clients choisissent la forme des sociétés de capitaux. En Italie, les plus communs sont la société à responsabilité limitée ou bien la société par action. Et encore une fois, la plupart, on va dire la majorité de nos clients choisissent la structure de la société SRL, responsabilité limitée, en dotant cette société du capital, on va dire, minimal pour une société dont l'associé est une société morale française et la dotation de capital minimal est à ce point-là 10 000 euros. Par exemple, les réflexions à faire lorsqu'on décide donc de s'installer en Italie via une filiale concernent à part la structure juridique, également, bon, on a dit aussi le capital social, mais également quel est l'objet social à insérer ou à intégrer dans les statuts et les actes constitutifs. Normalement, ça, c'est un passage qui vient également d'une réflexion de la société mère, que normalement, c'est la société unique, voire unique de la filiale italienne. Et en sachant que toujours les notaires en Italie conseillent de ne pas déterminer un objet social restreint, mais de considérer quelque chose comme des activités les plus amples, parce que cela joue également sur la durée de vie d'une société et également sur des causes qui peuvent comporter une mise en liquidation presque automatique de la société. Une fois donc fait les réflexions sur l'objet social, il faut savoir également que certaines activités en Italie demandent de préparer et de déclarer certains, comment dire, de demander certaines autorisations, soit au fisc, soit au registre des entreprises ou à la chambre de commerce de la ville où il faut s'implanter. Tout ça est toujours lié à l'activité choisie en Italie, qui donc se reflète, juste pour résumer, sur l'objet social, sur les déclarations à faire et sur le code d'activité que sera ensuite déclaré à la Chambre de commerce et qui aura un impact sur les déclarations fiscales annuelles de la société. Pour créer la société, normalement, en Italie, on a besoin de 5 semaines. Les 5 semaines s'expliquent grâce à un parcours qui va de l'obtention des codes fiscaux de la société, laquelle, de la société mère, bien évidemment, de son représentant légal et également des personnes qui seront les mandataires sociaux de la société italienne. Nos clients normalement choisissent une forme très, comment dire, moi je trouve également très rationnelle, c'est-à-dire la société unique et la société mère française. Le gérant, normalement c'est le gérant unique. Cela, c'est un choix de rationalité pour toutes les démarches, pas seulement déclaratifs fiscales, mais aussi déclaratifs sociaux annuels. Donc, normalement,
les sociétés françaises et nos clients particuliers décident de ne pas mettre comme mandataires sociaux des personnes italiennes. Parce que cela, en fait, les personnes italiennes, normalement, sont les salariés, c'est-à-dire, par exemple, le country manager. Beaucoup de fois, nos clients nous ont posé la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre mon country manager dans le gérance de la société? Les conseils normalement que nous donnons et comme réponse est non, c'est-à-dire que le salarié reste salarié et si jamais il est licencié ou bien il démissionne, à ce point-là, est facile de ne pas modifier la gérance de la société. Bon, demandons, une fois qu'on a demandé et obtenu les codes fiscaux, on commence toutes des procédures qui reportent des contacts très étroits avec les notaires pour la création de l'objet social, pour la création, l'établissement également des actes sociaux et donc des statuts sociétaires, pour terminer à la tenue de l'Assemblée extraordinaire de création. Une fois que l'Assemblée extraordinaire de création est faite, à ce point-là, il faut juste attendre quelques jours pour obtenir le code d'identification TVA et donc démarrer l'activité en Italie. Merci Susanna. Je rebondis sur l'aspect de gouvernance dont tu as parlé, et notamment est-ce qu'il est bon ou pas de nommer le country manager dans justement dans la gouvernance et dans la gérance de la société, pour passer justement à cet aspect RH qui est un des aspects les plus chauds au moment de l'implantation et sur différents registres. Tout d'abord, le premier, évidemment, c'est le choix. D'ailleurs, en termes de choix de country manager, très souvent nos clients s'adressent à nous en disant nous avons trouvé le country manager, il faut vite créer la société pour pouvoir l'embaucher. Donc ça, c'est un peu notre routine quotidienne de courir sur le timing que Susanna vous a présenté précédemment pour pouvoir embaucher le fameux country manager. Mais avant, comment on le recrute? Alors évidemment, il y a le choix, soit c'est on fait du do it yourself. Aujourd'hui, LinkedIn est une plateforme de recrutement assez importante. Le problème en Italie, c'est que si vous mettez une annonce sur LinkedIn, vous allez recevoir entre 150 et 200 CV qu'il vous faudra analyser, et donc 99% ne seront pas pertinents parce que nos amis italiens ont un problème de vente de soi-même qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que à l'université ou aux facultés qui dispensent un enseignement très humaniste, on ne leur apprend pas forcément à être, comment dire, de très bons marketeurs de soi-même. Donc, vous recevrez des CV de 3-4 pages, extrêmement longs et fastidieux à comprendre. Donc, notre conseil, c'est de passer par un cabinet de recrutement qui fasse ce travail pour vous. Je le dis d'autant plus que j'ai un de nos clients, une fois, nous avait dit, non, non, moi, je fais tout moi-même sur Monster, LinkedIn, etc. Et au bout de 18 mois, ils nous ont demandé le numéro de téléphone de notre partenaire recruteur et ça a été beaucoup plus efficace. Et donc, au moment de cette recherche et de cette discussion avec le candidat country manager, d'autres éléments arrivent, hein, la négociation du salaire et du contrat. Donc, il faut voir qu'en Italie, le niveau d'encadrement est quelque chose de très sensible. Est-ce qu'on est cadre, est-ce qu'on est dirigente, qui est l'équivalent du cadre hors classe ou du cadre supérieur en France, et pour lesquels donc les conventions collectives ont des systèmes de rémunération et de bénéfices qui sont différents d'un niveau à l'autre. Donc, ce premier sujet est assez sensible, même en termes d'image. L'autre sujet sur lequel parfois nos clients ont des difficultés, c'est la négociation du salaire. Vous allez le découvrir en France à partir de janvier 2019 avec la fameuse retenue à la source qui devrait débarquer en France. Les Italiens ont ce système depuis l'après-guerre et donc l'italien raisonne en salaire net de charges et d'impôts mensuels. Le français, lui, raisonne en brut annuel ou parfois en net mensuel, mais le net français
jusqu'au 31 décembre, c'est du net avant impôt. Donc parfois, de grosses incompréhensions se créent puisque l'italien va vouloir un net de charges et d'impôts mensuel. Il faut après comprendre que, en fonction de la convention collective, ça peut être 12, 13 ou 14 mensualités. Le français, lui, raisonne en brut annuel. Donc, nous conseillons toujours nos clients à vraiment négocier et rester sur du brut annuel pour éviter toutes déconvenues au moment de la première fiche de salaire. Euh, quelques chiffres, quelques magic numbers en Italie. Le coût total de l'employeur, c'est plus 40%, les charges patronales. Il faut rajouter à ça une petite particularité italienne qui est le trattamento fine rapporto, qui est l'indemnité de fin de contrat. C'est une épargne salariale obligatoire qui vient en sus de la rémunération brute annuelle et qui équivaut à un 13e et demi du salaire brut annuel et qui est provisionné par l'entreprise tous les mois ou bien versé à un fonds de pension et qui est restituable aux salariés qu'ils partent à cause de démission, qu'ils soient licenciés ou qu'ils partent en retraite. Enfin, petite anecdote, en Italie, il n'y a pas de RTT, mais il y a des rôles. C'est la même chose avec l'exception que vous n'êtes pas obligé de prendre vos rôles et donc vous pouvez les accumuler indéfiniment et faire un petit pactole de fin de sortie qui parfois peut être assez conséquent. De ce qu'on voit avec nos clients, est-ce qu'il faut choisir le country manager avant ou après? C'est une question d'opportunité, mais aussi d'organisation, dans ce sens où c'est vrai que quand vous avez un projet d'implantation, le projet va tourner autour de l'homme, ça c'est évident, on le comprend. La question est de savoir comment on s'organise bien avant pour être prêt, être sur les starting blocks, pour pouvoir l'embaucher tout de suite. Parce que très souvent, on se retrouve avec des problèmes de timing. Le country manager a donné sa démission, enfin le candidat a donné sa démission, il est prêt à commencer, mais il nous faut encore 5 semaines ou un mois et demi pour créer la structure juridique. Donc, un petit conseil, essayez d'anticiper dans le projet, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un projet indépendamment de l'homme, il faut créer la filiale pour être prêt au moment où elle démarre. Évitez d'embaucher les gens, enfin, de tout faire au mois de juin parce que vous allez avoir après juillet et août où il ne va rien se passer. Vous allez payer des salaires, mais finalement, le country manager va s'occuper de trouver son véhicule de fonction, ses tickets restaurants, etc. Et donc, vous aurez 2 mois de non-productivité dans votre BP. Ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc sur la partie RH, voilà ce qu'on souhaitait vous dire. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas dans la petite chat à les poser, nous y répondrons tout à l'heure. On passe à un sujet un peu plus dense, qui est la fiscalité et les déclaratifs. Alors, les magic numbers, l'Italie, le taux d'IS est à 24%, donc assez inférieur à celui de la France. On ne sait pas encore dans la loi de finances si cette année ou l'année prochaine, le souhait de passer à ce qu'on appelle la flat tax avec un taux à 15%, mais bon, on verra selon les comptes italiens. Il y a un autre impôt qui est l'impôt sur la valeur ajoutée, qui n'est pas une TVA, mais qui est l'équivalent d'une taxe professionnelle sur les actifs de production, qui s'appelle l'IRAP, et qui est prélevé par les régions. Le taux maximum, si je ne me trompe pas, Susanna, ça doit être 4,5 ou 4,4%. En Lombardie, pardon? 5,2 Ah, dans certaines 5,2, donc régions. j'étais optimiste. En Lombardie, où la plupart de nos clients se trouvent, le taux est à 3,9%. Donc ça, c'est une autre particularité. Vous pouvez être en fonction des méthodes de calcul du résultat imposable pour l'IS et pour l'IRAP, vous pouvez être en perte, comment dire, en perte Comptable. comptable et devoir payer de l'IRAP parce qu'évidemment, le résultat imposable à l'IRAP reclassifié sera positif. Les différents déclaratifs qu'on peut avoir en Italie, c'est un peu
sur base mensuelle entre l'un et l'autre. Il n'y a qu'au mois d'août où nous pouvons prendre des congés, puisqu'on commence avec la déclaration TVA au mois d'avril. L'alias fiscal commence à être travaillé dès le mois de juin pour calculer les acomptes. Au mois de septembre, on a toutes les liasses qui sont présentées, l'alias fiscal classique, une liasse fiscale qualitative, studi di settore, ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier pour l'Italie. C'est une liasse fiscale qui se fait sur la base de paramètres économiques liés au secteur. Et donc, si on revient à ce que disait Susanna tout à l'heure sur la définition de l'objet social, la définition de l'objet social va déterminer le secteur d'appartenance pour l'alias fiscal. Pratiquement, l'administration fiscale définit des paramètres et des KPIs par secteur. Et si vous êtes dans la normalité, c'est-à-dire dans la courbe de Gauss, dans la section normale, vous êtes cohérent, congru, etc. Donc c'est bon. S'il y a des incohérences, l'administration fiscale va vous proposer un auto-redressement pour dire ben voilà, j'ai pas déclaré tout ce que je devais déclarer, donc je paye un petit forfait et je suis tranquille. C'est pas forcément sûr d'être tranquille si on décide d'adhérer à l'auto-retraitement, mais ça c'est un autre discours. Il y a beaucoup de déclaratifs infra-annuels, tous les trimestres, la communication de liquidation de TVA, la liste clients-fournisseurs tous les semestres. Les DEB et DES sont au premier euro, donc aussi bien pour les services que pour les biens, donc c'est tous les mois. Et les déclarations équivalentes de déclarations, j'imagine URSSAF, etc., c'est tous les mois également. Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité dans la gestion globale de la société, là je parle sous le contrôle de Susanna, donc Susanna, si je me trompe, interromps-moi. Le report des pertes fiscales sont reportables 100% pendant les 3 premiers exercices et ensuite elles sont reportables à concurrence de 80% du résultat imposable à partir du 4e exercice. Donc, c'est quand même un régime assez intéressant sur l'absorption des pertes fiscales, avec quand même un petit problème, et là on le voit malheureusement avec nos clients qui investissent et qui mettent plus de 4 à 5 ans pour arriver à dégager un résultat fiscalement positif, c'est qu'à la 5e année de perte fiscale consécutive et où dans le test d'opérativité que l'on fait au moment de la déclaration fiscale, le chiffre d'affaires non cohérent avec les actifs de production, alors on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les sociétés écrans. Alors, société écran, ça donne un peu l'idée de les Bahamas, etc. En italien, c'est Società di Comodo, donc c'est assez intraduisible, donc on a trouvé uniquement ce terme-là, qui fait qu'en fait, l'administration fiscale dit bon ben clairement votre filiale est un centre de coûts. Il y a des rapatriements soit par management fee, soit par d'autres moyens de chiffre d'affaires et de coûts pardon, vers la holding. Donc on vous propose un impôt forfaitaire, évidemment, calculé sur la base d'un test de cohérence par rapport aux actifs de production, majoré de 10% sur le taux d'IS, donc 34% d'un résultat fiscal estimé par l'administration fiscale. Donc, très souvent, on se trouve dans le cas avec nos clients de devoir soit faire des interpellations à l'administration fiscale pour essayer de justifier que le fait d'être en 5 années ou plus de pertes fiscales, c'est justifié par un business plan qui met du temps à se mettre en place, etc. Mais c'est des moments assez inconfortables chaque fois, notamment pour expliquer cela à nos clients, de devoir gérer ces sujets-là. Petite nouveauté 2019 qui a en fait révolutionné la vie des sociétés italiennes et surtout des sociétés internationales présentes en Italie, c'est le passage à la facturation électronique obligatoire. Et là, je laisse Susanna nous éclairer sur ce sujet. C'est le grand défi, hein, Jérôme. Là, il Ouais. va tout changer en Italie. C'est-à-dire que les factures d'achat et vente seront considérées comme émises seulement si elles passent
par la plateforme de l'administration fiscale qui s'appelle SDI. En fait, c'est l'acronyme de système d'interscambio, système d'interchange, quelque chose comme ça, ce serait en français. Et donc, pour faire ça, les opérateurs économiques devront faire recours à des formats électroniques de facturation. Le format accepté s'appelle XML. Et celui-là donc sera transmis à cette plateforme qui fera le contrôle préliminaire seulement des formats des fichiers Excel et sera la même administration fiscale que le transmettra au client. Donc là, les opérateurs peuvent faire toutes seules, c'est-à-dire le fournisseur émet sa facture, la signe et la transmet à l'administration fiscale qui la transmettra au client, pardon, ou bien ils font recours à des intermédiaires. Les intermédiaires peuvent être l'administration fiscale même, peuvent être des consultants comme Pramex, par exemple, ou des autres sociétés qui ont comme core business ça, c'est-à-dire fournir toutes les parties informatiques qui peuvent aller de l'édition de la facture sous format XML à la transmission au fisc. C'est important aussi de considérer le fait que l'édition de factures sous format électronique impose également la conservation de ces documents sous format électronique toujours. Donc, on parle de conservation électronique. Ça, c'est un grand sujet en Italie, c'est-à-dire que pour faire la conservation et assurer la conservation électronique, il faut nommer des représentants, etc. Donc, pour ça, la société, normalement, doit faire recours à des consultants externes parce que c'est trop lourd quand même, comment dire, les règles imposées par la discipline. De toute façon, cela même si ça va être très lourd tout au début, normalement devrait, bon, ça c'est, on va dire, les objectifs hein, qui s'est imposé l'État italien, aura comme avantage de faire la lutte contre l'évasion fiscale et permettre également aux opérateurs une fois tout a été effectué par des documents électroniques, de recevoir directement par le fisc comment dire, des déclarations déjà pré-remplies. Les déclarations qui peuvent être déclarations TVA ou bien l'alias fiscal. Donc, ça va être une période chaude en Italie à partir du 1er janvier 2019. Ça, c'est sûr. Il faut rappeler, Susanna, que ça, c'est fait en dérogation acceptée par la Commission européenne Absolument. sur une directive qui prévoit que d'ici 2, 3 ans, il me semble, tous les pays européens passeront à ce système d'échange de factures. Et donc, l'Italie, dans sa course à la lutte à l'évasion fiscale avait obtenu de déroger à la directive et de pouvoir mettre en place ce système avant les autres. Donc, on va un peu essuyer les plâtres. Et je dois dire que le trimestre qui s'annonce va être extrêmement tendu pour tout le monde, à la fois pour les consultants, pour les entreprises italiennes elles-mêmes qui ne sont pas forcément encore prêtes, et surtout pour les entreprises étrangères qui sont habituées à émettre pour le compte de leur filiale les factures de vente à partir de leur ERP propriétaire, devront faire des développements conséquents pour pouvoir sortir les fameux XML selon les caractéristiques techniques que l'administration fiscale a données. Nous avons quelques derniers sujets de fine-tuning. Et là, je vais aussi laisser Susanna nous raconter un peu son expérience au jour le jour avec nos clients pour les différents petits sujets qu'on doit aborder pour que tout soit en place correctement dans la vie administrative de la société. En fait, là, Jérôme, je voudrais bien partager avec toi parce qu'en fait, Bien toi sûr. aussi, tu sais quels sont les sujets qui sont toujours récurrents, qui arrivent toujours hein, dans une vie de société et la difficulté parfois de expliquer aux entreprises françaises en particulier la bonne forme, on va dire. La plupart de nos clients ont toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire
ils font des financements à la société italienne, à la filiale, et normalement, ils considèrent ça le concurrent, le fameux concurrent. Bon, c'est la vraie convention de trésorerie. Donc, c'est bien de se doter dès le début, donc dès la création de la société, d'un vrai contrat, donc d'une bonne convention de trésorerie, un contrat fait en bonne et due forme. Il est important de savoir que les particularités entre l'associé et la société filiale italienne est très important parce que normalement, les sociétés qui font le financement sont les sociétés, les associés uniques, ont la forme de société SAS en France. La SAS en France n'a pas été inclue dans la convention italo-française. Italie-France. Et donc, normalement, le concurrent donne aussi le calcul des intérêts, les intérêts courus. Lorsque le paiement des intérêts courus se réalise, et pour paiement, ce n'est pas seulement le vrai paiement, mais aussi la compensation, la capitalisation de ces intérêts. Là, pour le fisc italien, considéré paiement. Donc, il y a un sujet de versement de retenue à la source. Mais c'est important de rédiger le bon contrat de convention de trésorerie. Comme ça, au moins, on essaye d'éviter ou quand même de limiter l'imposition de la retenue à la source. Comment ça, avec des conventions de trésorerie qui parlent de cash pooling ou quand même d'un fonctionnement très similaire au concours bancaire. Comme ça, on arrive comment dire, à éviter l'imposition de retenue à la source. C'est très important également la partie des contrats entre société mère et filiales italiennes pour ce qui concerne les réfacturations intra-groupes. On voit toujours, mais tous les jours vraiment, des management fees que l'associé facture à la filiale italienne pour des activités de direction, pour l'édition des factures depuis la France, bon, pour beaucoup de services, et également certaines facturations qui vont de l'Italie vers la France par exemple pour des activités de promotion du nom de la société, du marque de la société. Si on fait des services, des contrats de service, donc de refacturation, il faut toujours être très sensible à la problématique des prix de transfert parce que si d'un côté le fisc italien va être content si la filiale italienne facture à la maison mère, de l'autre côté, le fisc italien ne sera pas trop content si elle voit que la filiale italienne a comptabilisé des pertes parce qu'il y a trop de management fees. Donc, et de l'autre côté, il y a le même problème de la part du fisc français. Donc, jeter un coup d'œil au prix de transfert, à la problématique, permet d'éviter des problèmes avec le fisc des deux pays et surtout de considérer les valeurs normaux de marché des services ou des biens ont changé entre les deux sociétés. Là-dessus, si tu Oui, permets, Susanna, oui, bien sûr. sur les prix transfert, on voit souvent nos clients qui disent, mais nous avons une politique de prix transfert, elle a été validée par un Big Four, par un autre cabinet fiscaliste, etc. Donc, ça veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle dans le jargon le master file, c'est-à-dire un dossier, une analyse faite du côté de la France. Or, en Italie, mais c'est le pareil dans tous les pays européens, en particulier en Italie, il faut que la filiale se dote elle-même, de façon, puisqu'une société de capitaux en Italie, filiale d'une société française, est une structure autonome juridiquement, elle doit se doter de l'équivalent italien du document, ce qu'on appelle le document national. Pourquoi on dit ça? Après, tout repart sur une notion de risque entrepreneurial. Si on ne le fait pas, euh, en cas de contrôle fiscal, en cas de redressement sur un sujet de prix de transfert, si on n'a pas le document national, le redressement sera majoré de 200% de l'impôt redressé. Si on a le document national, cela ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout redressement possible ou contestation possible, mais au moins, en cas de redressement, on ne paiera que l'impôt dû et non pas majoré de 200%
de pénalité pour ne pas avoir fait l'analyse de prix de transfert. Donc là, c'est un peu une analyse de cost-bénéfice de la part de l'entreprise qui, en fonction des volumes de prix de transfert, pourra évaluer ou non l'opportunité de faire correctement l'ensemble du document prix de transfert, à la fois de la holding, mais aussi de ses filiales. Pour la petite histoire, nous avons des clients cotés en bourse qui, eux, à cause de leur statut réglementé, ont fait ce travail-là sur toutes les filiales et sur la holding. Vas-y, Tout à Suzanne. fait. Oui. Juste deux mots pour ce qui concerne la réalisation des pertes. Là, on ne parle pas de pertes fiscales, mais de pertes comptables. C'est tout lié à la convention de trésorerie qui permet donc le financement de la société, de l'activité de la société, et le fait que normalement, les 3 premières années, c'est difficile d'avoir des sociétés en bénéfice fiscal, mais toujours en perte, et pas seulement fiscal, même comptable. Il faut savoir qu'il y a le code civil qui oblige une société à recapitaliser immédiatement ou bien dans 2 années suivantes à reconstituer les capitaux propres. Et normalement, la couverture des pertes en Italie peut être comment dire, quelque chose de souple et sans faire recours au notaire, donc sans augmenter le capital social, mais en faisant la reconstitution des capitaux propres via l'abandon de créances, par exemple, de ce qu'on a mis en trésorerie, en concourant, on l'abandonne. Et là, les particularités et quand même les problèmes, on va dire, que nous avons rencontrés avec les directeurs administratifs et financiers français est que si cela en France passe via le compte de résultat, en Italie, c'est un passage seulement de compte de bilan. Là, ça devient quelque chose de très technique, destiné surtout au comptable, on va dire, d'une société. Mais c'est important pour l'entrepreneur de savoir que c'est pas vraiment quelque chose d'impossible de reconstituer les capitaux propres sans faire recours aux notaires qui ont quand même leurs honoraires qui vont être appliqués. Tout ça est bien évidemment lié aussi aux besoins de trésorerie pour avoir un business plan. Mais sur ça, je pense que toi, Jérôme, tu as plus de sensibilité. Oui, pour conclure sur cet aspect, quelque chose d'important qu'on voit et on peut en témoigner, c'est vraiment la nécessité dans un projet d'implantation, mais là, c'est pas forcément lié qu'à l'Italie, c'est d'avoir, j'allais dire, c'est presque une évidence, mais ça, après ce qu'on voit, c'est pas toujours le cas, c'est d'avoir un bon business plan prévisionnel. Et notamment de financement de la filiale. Parce qu'on se voit très souvent des clients qui s'implantent n'ont pas forcément enfin, bien appréhender l'investissement que cela va représenter, et notamment en termes de gestion de trésorerie. Et donc, on se retrouve, sachant que dans notre métier, nos clients nous donnent très souvent la délégation sur la banque pour faire les paiements, etc. en local. On se retrouve toujours tous les mois à quémander de la trésorerie pour pouvoir payer les salaires, etc. Donc, toujours un conseil que l'on donne à nos clients et aux entreprises qu'on accompagne, c'est sachez que pendant les 2, 3 premières années de l'implantation, c'est 200, 300, 400 000 euros par an de BFR qu'il faudra alimenter. Et donc, il faut vraiment prévoir correctement, de façon aussi à alléger la vie courante de la société, à avoir bien ça en tête pour pouvoir prévoir les besoins en trésorerie et de financement que la maison mère devra donner à sa filiale. Voilà, je pense on est arrivé dans les temps. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on va essayer d'y répondre au mieux avec Susanna. Alors, je regarde. Ouais. Là, on a une question très longue. Alors, la question sur l'établissement stable.
Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Les membres de l'OCDE ont ratifié l'an dernier une modification des critères de l'établissement stable et aujourd'hui, officiellement, avoir un salarié sans structure juridique peut être reclassé par l'État qui accueille le salarié sans structure juridique comme un établissement stable de la maison mère. Ça, c'est la règle. Ensuite, donc normalement, un salarié avec sans structure juridique ou un simple bureau de représentation, ce qui est absolument la même chose, en tout cas en Europe, peut faire uniquement de la représentation, c'est-à-dire qu'il est là pour débroussailler un peu le terrain. Il ne peut pas faire d'action commerciale, de recherche de clients et encore moins signer des contrats. Quel est le risque et quel est le comment dire les risques pour l'entreprise de reclassification? C'est selon notre expérience, mais pas seulement la nôtre, celle de notre partenaire qu'on utilise pour faire la représentation fiscale est portée en termes de représentation auprès des organismes sociaux. C'est très peu contrôlé parce que c'est extrêmement difficile à contrôler. Donc, quand est-ce qu'il peut y avoir éventuellement un risque? C'est en cas de litige avec votre salarié. Si vous le licenciez et qu'il veut porter plainte, il a toute faculté de pouvoir dire que il a sans que vous ayez, enfin que l'entreprise ait eu une structure juridique en Italie, il a eu une activité commerciale de prospection, de représentation, d'intermédiation commerciale, qui fait que, en fait, le chiffre d'affaires généré par la France sur l'Italie aurait pu être reclassé comme résultat imposable, chiffre d'affaires imposable en Italie. Normalement, Jérôme, je veux juste ajouter une chose, c'est-à-dire que normalement, quand la société étrangère décide, la française décide d'embaucher directement en Italie, nous conseillons de faire attention à certaines clauses à mettre dans le Oui, contrat de travail. Donc là, je réponds également à notre toute dernière question. Normalement, nous faisons ça aussi dans notre core business. Nous avons aussi l'accompagnement des mhm. sociétés qui veulent embaucher directement en Italie. Donc, il faut juste mettre dans le descriptif de l'activité, comment dire, des tâches qui doivent être réalisées par le salarié, les activités qui parlent que de prospection. Et c'est important également de faire attention à ce qui est considéré les paramètres du bonus. Si on met que le bonus est calculé sur un pourcentage de chiffre d'affaires, bien évidemment, là, on a déclaré presque l'activité commerciale. Si par Tout à contre, le fait. bonus se réalise sur des activités de prospection, c'est-à-dire combien de contacts nous avons pris, etc., bien évidemment, les risques diminuent carrément. Voilà. Voilà. Pour finir sur ce sujet, parce que je vois que la question était détaillée, euh, donc, c'est faire un contrat de travail qui éloigne le plus possible, enfin, ou qui mitige le plus possible l'idée que vous avez un pur commercial. Certains de nos clients insistent et veulent mettre dans le contrat de travail, comme disait Susanna, les mécanismes de rémunération variable basés sur un pourcentage de chiffre d'affaires. Nous le déconseillons, mais après c'est l'entrepreneur qui prend le risque. Nous le déconseillons parce qu'il suffit de faire une lettre à part qui soit pas trop visible, etc. Donc ça peut se faire. Pour embaucher sans structure juridique, en Italie, il est obligatoire que la société nomme un représentant fiscal. Donc nous avons ça dans notre boîte à outils, lequel sera responsable de façon solidaire du paiement des charges sociales et des impôts sur le revenu du salarié. Donc, ça a un coût, évidemment, parce que le représentant fiscal qui est nommé est totalement solidaire sur ses biens personnels devant les administrations locales.
J'espère qu'on a répondu à toutes ces questions. Sur une autre question, je vois sur le recrutement, quel cabinet conseillez-vous? Alors, en fonction des profils recrutés, nous travaillons avec un ou deux partenaires en recrutement euh, qui francophone, donc qui fait plutôt de la recherche sur du commercial plus plus et de l'exécutive. Sinon, nous avons aussi un cabinet qui s'appelle HDR et qui est plus dans le recrutement, l'administratif, commercial, employé, etc., qui est très bien. Sinon, ben, les Michael Page sont très là, donc il y a beaucoup de possibilités. Les coûts classiques entre 18 et 25% de la rémunération brute annuelle. Très souvent, les, euh, les cabinets ne fonctionnent plus vraiment à du success fee uniquement, donc c'est un retainer, c'est-à-dire un tiers euh, de la comment dire, de ce qui était prévu en estimation, et puis après le solde à la, à l'embauche, avec évidemment garantie pendant 6 mois. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question sur, je vois une question sur la facturation électronique, où on nous demande si une société française qui édite les factures depuis la France est assujettie à cette obligation. Alors, ce- seules les sociétés italiennes, et donc si l'entité facturante est une société de droit italien, oui, elle est obligée de comment dire, Éditer les factures électroniques. d'éditer les factures électroniques. Si vous faites des factures à l'export, donc depuis la France, vous n'avez pas de structure juridique en Italie et ce n'est pas la structure juridique italienne qui est l'entité facturante, alors non, vous pouvez continuer à facturer vos clients italiens depuis la France de façon tout à fait classique. Voyons s'il y a d'autres questions. Je vois alors une question sur les niveaux de salaire euh, sur la partie des country managers. Susanna, tu as Oui. quelques... Oui, en fait, bon, par expérience, tout dépend toujours des secteurs. On va dire que dans les secteurs traditionnels, le country manager normalement est embauché et accepte d'être embauché à un niveau cadre, donc pas forcément dirigeante. Et normalement, le salaire, la fourchette de salaire va des minimums de 50 ou 60 000 euros jusqu'à 80 000 euros. Tandis que pour les secteurs d'innovation, donc l'high-tech, le tech, pardon, là, on a des niveaux un peu plus élevés. On va dire que cela commence, le minimum est plus ou moins 70 000 euros jusqu'à arriver à 130 000 euros. Donc, pour l'italien, normalement, c'est pas important d'avoir le niveau cadre ou bien dirigeante. Ce qui est important est le salaire. Voilà. C'est ça ce qui fait la différence. Ok. Même si, Susanna, un dirigente acceptera difficilement d'être déclassé en cadre. Tout à fait, tout à fait. Mais le cadre n'est pas, comment dire, ne veut pas N'aspire être pas forcément absolument. à être Voilà, dirigente. voilà, voilà. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je vous remercie à tous d'avoir eu la patience de nous écouter. Si vous avez des questions ultérieures ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes évidemment à disposition et donc on va dire que ce webinaire est clos et je vous souhaite donc une bonne matinée et journée chacun dans vos fonctions. Merci et Merci. à très bientôt. Merci tous.